L'OTAN et la Russie ne parviennent pas à s'entendre sur la question ukrainienne, mais les deux camps disent vouloir poursuivre les discussions. De plus en plus de vols annulés en ce début d'année en Europe. Omicron et les arrêts maladie qu'il provoque perturbent le ciel. En France, nouveau report dans le chantier de l'EPR de Flamanville. La construction de ce réacteur nucléaire de nouvelle génération ne sera pas achevée avant mi-2023. Les discussions sont au point mort entre l'OTAN et la Russie. Chaque camp est resté sur ses positions lors des négociations mercredi à Bruxelles. Le dialogue est toujours très difficile concernant l'Ukraine. Moscou a rassemblé près de 100 000 soldats le long de sa frontière avec le territoire ukrainien. Le Kremlin exige que l'Alliance s'engage à ne pas accepter la candidature de Kiev auprès de l'OTAN. De leur côté, les alliés dénoncent l'attitude agressive de la Russie, mais ils veulent garder la porte ouverte. Les alliés sont totalement sur la même ligne. Seule l'Ukraine et les alliés peuvent décider quand l'Ukraine sera prête pour devenir membre de l'OTAN. Personne d'autre n'aura son mot à dire. Bien sûr, la Russie n'a pas un droit de veto sur une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Si l'Alliance porte son attention sur Kiev, certains analystes estiment que l'épreuve de force engagée par la Russie doit être considérée comme une stratégie plus globale décidée par le Kremlin. D'un point de vue russe, ce n'est pas une question ukrainienne, ou pas seulement ukrainienne. Cela concerne la structure de la sécurité en Europe et cette idée qui prévaut depuis la guerre froide, que l'OTAN représente le cœur de la sécurité européenne. Et ce que la Russie essaye de faire, c'est d'entamer une discussion sur une organisation différente. Pour le moment, personne ne veut prédire quel sera le prochain mouvement de Moscou, mais les analystes jugent peu probable une invasion de l'Ukraine. En revanche, la Russie perçoit comme une menace une extension de l'OTAN dans ce qu'elle considère sa zone d'influence. Dans l'immédiat, les deux parties se sont engagées à poursuivre les discussions. La tension est retombée au Kazakhstan une semaine après les émeutes qui ont secoué le pays. Les forces de sécurité patrouillent pour empêcher les rassemblements. Mais que sont devenus les milliers de personnes arrêtées ? Leurs proches aimeraient bien le savoir. J'ai un ami que je considère comme mon frère. Il a été arrêté le 4 janvier. Il a d'abord été détenu dans un bureau du ministère des Affaires intérieures. Puis on nous a dit qu'il était dans un autre département. Je suis venu ici à l'extérieur du bâtiment. Mais en fait, je ne sais même pas s'il est encore vivant. Il y a un centre de détention au sous-sol du ministère des Affaires intérieures. C'est assez grand et c'est là que les gens sont détenus. Mais ni les avocats, ni les proches, personne ne peut y entrer. Les avocats devraient être présents lors des interrogatoires. Mais comme vous voyez, personne ne peut passer. Il y a un barrage de police qui bloque l'accès. On ne peut pas savoir ce qui se passe. On n'a même pas la liste des détenus. D'après le ministère des Affaires intérieures, près de 8000 personnes ont été arrêtées suite aux violences de la semaine dernière. Des violences qui ont fait plusieurs dizaines de morts et plus d'1 millier de blessés, toujours selon les autorités. L'argent doit permettre d'éviter à l'Afghanistan de sombrer dans l'une des plus graves catastrophes humanitaires de son histoire. Ce mardi, les Nations Unies ont appelé la communauté internationale à venir en aide financièrement à la population afghane à hauteur de plus de 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, près de 22 millions de personnes ont besoin de recevoir une aide d'urgence. La moitié de la population du pays est confrontée à la faim. Avoir aujourd'hui 2 enfants sur 3 qui ont désespérément besoin d'aide humanitaire, c'est une augmentation de plus d'1 tiers par rapport au début de l'année dernière. Nous voyons des files d'attente dans nos dispensaires mobiles avec de plus en plus de patients qui souffrent de malnutrition et de pneumonie, et nous voyons aussi des adultes souffrant de malnutrition. Selon l'ONU, cet appel à l'aide humanitaire est le plus important jamais lancé pour un seul pays. Pour rassurer les donateurs, le secrétariat général des Nations Unies s'est engagé à ce que l'aide transite par une centaine d'ONG et d'agences onusiennes sur le terrain.
Depuis août dernier, le pays est en effet retombé aux mains des fondamentalistes islamistes talibans. L'argent doit notamment permettre d'étendre les livraisons de nourriture et de soutenir l'agriculture, mais aussi de financer des services de santé ou encore l'accès à l'eau et à l'éducation. Quand le Covid-19 coupe les ailes des compagnies aériennes, Finnair va annuler 20% de ses vols en février. Le transport aérien mondial est depuis Noël très perturbé par Omicron, extrêmement contagieux. Et chez Finnair, les arrêts maladie obligent la compagnie finlandaise à annuler des vols sur des destinations vers lesquelles le transporteur assure plusieurs vols quotidiens, comme Stockholm, Oslo, Paris et Rome, afin de permettre aux clients de prendre un autre vol le même jour. Cela fait déjà hurler la concurrence. Le groupe Lufthansa, l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Europe, a confirmé avoir effectué 18 000 vols à vide dans le seul but de conserver ses droits de décollage et d'atterrissage dans un grand aéroport. Pour les mois de janvier et février, la compagnie allemande annule 33 000 vols, c'est 10% de voyages en moins, en raison d'un manque massif de réservations. De son côté, la compagnie aérienne à bas prix Ryanair a déjà réduit de 33% le nombre de ses vols en janvier. La compagnie irlandaise a taclé sa concurrente Lufthansa sur les vols à vide, lui suggérant plutôt de vendre les sièges de ses vols à bas prix. Le décès du président du Parlement européen, David Sassoli, laisse un vide dans l'hémicycle. Toutefois, les travaux parlementaires doivent se poursuivre. L'élection du prochain président de l'institution est maintenue la semaine prochaine, comme le veut la tradition à mi-mandat. Les députés se prononceront mardi sur le nom de leur prochain responsable. Le Parlement européen arrive au mois de janvier à mi-chemin de la législature. Dès lors, il faut renouveler les postes de direction, ce qui se fera la semaine prochaine à Strasbourg. Le Parlement devait de toute façon choisir qui remplacerait David Sassoli et désigner dans le même temps les vice-présidents de l'institution et par la suite les commissions parlementaires. L'intérim est assuré par la vice-présidente Roberta Metsola. La Maltaise est aussi la candidate du Parti populaire européen et apparaît comme la mieux placée pour diriger l'hémicycle. Elle aura face à elle l'écologiste Alice Bah Kuhnke, qui souhaite replacer le Parlement au centre du jeu politique. Nous devons nous asseoir avec les représentants de la Commission européenne et du Conseil afin qu'ils comprennent que nous, les eurodéputés, nous n'accepterons pas d'être mis sur le côté, de ne pas être impliqués dans l'élaboration de l'avenir des citoyens européens. Dans ce scrutin, la gauche radicale sera représentée par Sira Rigo et les conservateurs par Kosma Zlotowski. Le Québec a décidé de durcir les mesures vis-à-vis des personnes qui refusent la vaccination contre le Covid-19 en les taxant. Cette annonce a été faite par le Premier ministre de cette province francophone du Canada cette semaine lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a notamment qualifié les personnes qui refusent de se faire vacciner de fardeau financier pour tous les Québécois. Le volcan Wolf, situé sur l'île d'Isabela dans l'archipel des Galapagos en Équateur et qui est entré en éruption vendredi dernier, reste en activité. Après un survol de la zone, les autorités équatoriennes se sont voulues rassurantes. Le cheminement de la lave ne menacerait pas la population d'iguanes roses, espèce découverte uniquement sur cette île. En France, EDF a annoncé un nouveau report dans le chantier de l'EPR de Flamanville. La construction de ce réacteur nucléaire de nouvelle génération était censée être terminée à la fin de cette année. Finalement, ce ne sera pas avant mi-2023. Le groupe EDF a annoncé également que le coût final, lui aussi, était révisé. 12,7 milliards d'euros au lieu de 12,4. La construction a débuté en 2007 et devait initialement durer 5 ans. Mais le chantier a été affecté par de nombreux déboires. Le montant des travaux a quasiment été multiplié par 4. Les annonces de ce mercredi tombent mal pour le président français qui mise sur l'énergie atomique. Il envisage la construction de plusieurs mini-centrales nucléaires dans les prochaines années. 2 candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et l'écologiste Yannick Jadot, ont réagi à ce nouveau retard pour Flamanville, dénonçant un fiasco.
Les partisans du nucléaire disent que cette énergie est moins polluante que l'énergie fossile, mais les détracteurs soulignent notamment la nocivité des déchets nucléaires sur le long terme.